Je me présente, je suis Amélie Normand de l'Association forestière du Sud du Québec. Je serai votre animatrice pour la conférence de presse cet avant-midi. Conférence qui a lieu sur la propriété de Monsieur Lavallée. Donc, on est à l'abri du vent au moins aujourd'hui, mais ça aurait été le fun là, d'être plus à l'extérieur. Donc, derrière vous, vous avez l'étang au castor. Donc, on va assister là, à l'inauguration officielle aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Monsieur Larochelle qui va débuter avec un mot. Il va y avoir là, plusieurs personnes qui vont se dérouler devant vous là, ici pour faire une petite présentation. Donc, je vous laisse avec Monsieur Larochelle. Merci beaucoup, Amélie. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment apprécié parce que c'est un projet quand même de longue date. Puis c'est l'aboutissement aujourd'hui vraiment d'une belle initiative. Donc, l'Agence forestière des Bois-Francs est très fière de procéder aujourd'hui à l'inauguration des aménagements fauniques et floristiques qui ont été réalisés à l'étang Castor cet été sur la propriété de M. Jeannot Lavallée, propriétaire des lieux. Donc, historiquement, un barrage de castor était présent à l'embouchure de l'étang. À cette époque, l'étendue d'eau libre était beaucoup plus importante. En 1986, le ministère des Transports du Québec a procédé à des travaux de démolition du barrage de Castor pour assurer la réfection de la route du 9e rang. Jusqu'à l'été dernier, une structure plus ou moins temporaire composée de blocs de béton servait à maintenir le niveau des eaux de l'étang. Bien qu'ayant rempli son rôle pendant plusieurs années, cette structure manquait de stabilité et d'étanchéité, ce qui mettait en péril le maintien du niveau d'eau en amont, donc vers la tête du cours d'eau, et par le fait même les habitats fauniques qui y sont associés. Il est à noter que les blocs de béton restreignaient grandement la circulation des poissons entre l'étang et l'exutoire, donc le cours d'eau qui achemine l'eau vers la rivière Nicolet qui est située plus bas. Donc, si rien n'avait été entrepris pour maintenir les habitats de l'étang Castor, ceux-ci auraient continué de se détériorer. Or, tous savent que ce site est particulièrement riche sur le plan faunique, en raison notamment de la présence d'eau libre, d'îlots flottants, et d'une tourbière minérotrophe qui, soit dit en passant, est très rare dans des régions écologiques comme on se trouve ici aujourd'hui. Sur le plan faunique, l'étang Castor est considéré comme un milieu humide exceptionnel dans ce secteur. Plusieurs espèces y ont été répertoriées tant au niveau de la faune aquatique que terrestre. Donc, ce site fait partie d'un complexe de milieux humides de 45 hectares qui a été caractérisé par l'Agence en 2012 dans le cadre d'un projet de conservation. D'ailleurs, on a avec nous Amélie Normand. Amélie Normand est là. Amélie Collard, ça fait beaucoup d'Amélie, désolé. Donc, Amélie Collard qui a travaillé pendant quand même plusieurs années pour l'Agence forestière des Bois-Francs à titre de biologiste. Et elle avait travaillé sur la caractérisation des lieux, entre autres. Donc, M. Lavallée s'était alors engagé à préserver son milieu humide en signant la déclaration de conservation volontaire. Pour faire suite à cette caractérisation avec l'accord du propriétaire, l'Agence a amorcé des démarches visant la réfection de la structure de rétention des eaux alors en place. Ainsi, en 2018, avec la participation financière de la Fondation de la faune du Québec, l'Agence a fait réaliser les plans et devis par M. Miroslav Chum, qui est avec nous lui aussi ce matin. Donc, bienvenue, Miroslav, avec nous. Et Madame Collard, là, qui avait assuré la coordination de tout ce projet-là, alors qu'elle était biologiste pour l'Agence, comme je l'ai mentionné, elle avait assuré la coordination du projet. Ce travail, qui proposait la construction d'un seuil faunique en enrochement, a permis d'estimer les coûts de réfection. L'Agence a pu ainsi solliciter plusieurs partenaires financiers pour assurer la réalisation des travaux. Aujourd'hui, donc, l'Agence, je le répète, l'Agence est vraiment très fière des travaux réalisés qui assureront la pérennité de cet écosystème naturel en maintenant un niveau d'eau optimal pour la sauvagine et en rétablissant la libre circulation des poissons. Ça, c'était un premier volet de l'initiative qu'on a réalisé. Il y avait un deuxième volet qui, lui, était floristique
Donc, le projet comportait également un volet de végétalisation. Celui-ci a été réalisé aux abords de l'étang, juste pas loin ici, près du quai aménagé par le propriétaire. Sous la supervision de M. Yvon Camiran, qui est avec nous ce matin, initiateur de l'organisme éducatif Un arbre, une vie, 2 chênes à gros fruits, 1 chêne blanc, ainsi que différents arbustes, 17 arbustes, donc des rosiers, des saules, des potentilles et sureaux, ont été plantés par des jeunes de la Maison des jeunes. On a un représentant, Anthony Gardner, avec nous, qui représente 3 jeunes qui ont aidé à l'initiative. Donc, merci beaucoup, Anthony, d'être avec nous ce matin. Écoutez, merci à tout le monde d'être présent. Ça me fait énormément plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je pense que Guy a fait quand même un bon topo de l'ensemble du projet. Moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que ce projet-là, en réalité, d'une façon formelle, date depuis 1967, l'année de l'Expo. À ce moment-là, mon frère était propriétaire de la place. Et son rêve, c'était de faire en sorte d'assurer la pérennité de cette tourbière-là, qui venait d'apprendre que c'était une tourbière et une tourbière d'un type rare. La personne qui lui avait donné ces commentaires-là était un monsieur Spertini, qui était le géologue en chef à la mine d'asbestos, qui était venu faire un tour par hasard, puis qui a dit « c'est un milieu exceptionnel, il faut que tu conserves ça ». Alors, lui, de démarche en démarche, et de fin de démarche à de fin de démarche, parce que ça fonctionnait pas, il y avait de l'argent à mettre là-dedans, etc., etc. Il n'avait pas pu concrétiser ce projet-là qu'on fait aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est devenu comme le parachèvement de son rêve que j'ai épousé lorsque je suis devenu propriétaire. Alors, plusieurs étapes se sont faites observer depuis ce temps-là en 3 gros points. La naissance du projet avec M. Vallière, Canard illimité, etc. Et ça achoppait. Et il y a eu la catastrophe en 84, je crois, là, où, à un moment donné, la municipalité ainsi que le ministère des Transports a fait en sorte qu'on a connu un demi-assèchement, ce qui nous a fait paniquer. Et suite à ça, la bienveillance, en particulier de la directrice générale, etc., avec une Madame Désilet, elle a pris ça en main rapidement pour faire en sorte que les blocs de ciment s'installent et puis que si on défaisait un barrage de castor de l'autre côté, qu'on ne perde pas notre niveau d'eau. Ça a été là un bon bout de temps. Et après ça, est arrivé l'agence avec des biologistes, puis qui a dit, c'était quoi son nom? Manick Picard. Qui a pris ça, m'a dit, il faut faire quelque chose avec ça, M. Lavallée, pour conserver ça. C'est extraordinaire, c'est un beau milieu. Elle a passé sa journée en canot là-dessus. Elle a été impressionnée. J'étais content qu'elle soit impressionnée autant. Moi aussi, ça m'a impressionné parce qu'elle m'a donné plein de détails que je ne savais pas en faisant un petit bouquin sur qu'est-ce que c'était cet étang-là. L'étang Castor, la naissance de ce nom-là a pris le début, je pense que c'était en 1980-85. Avant ça, les anciens de Tinwick et de Danville surtout, qui venaient faire leur classe l'hiver ici. Ils appelaient ça Lost Lake, des temps perdus, parce que le rang qu'on voit là habituellement, il piquait en haut, il n'existait pas, et les gens, pour se rendre, prenaient un petit sentier de chasse et pêche pour aller faire leur glace, puis transporter ça avec les chevaux, etc. Alors aujourd'hui, le dénouement de ça par l'agence forestière avec, au début, Amélie, la suite a été prise avec Guy Larochelle. Il n'y avait aucune obligation de leur part de travailler autant sur un projet aussi onéreux d'une part, puis aussi compliqué d'autre part. Quand on parle d'un projet avec un ingénieur au bout, habituellement, pour une personne comme moi qui ne connaît pas toute la technicalité des eaux, c'était compliqué. Mais là, ces gens-là ont travaillé. Et puis aujourd'hui, vous allez voir tantôt, pour ceux qui veulent s'y rendre, une structure qui assure la pérennité de ça. Et la pérennité de ça, c'est ce que mes enfants vont conserver. Ils se sont engagés à le faire. Je me suis engagé, moi aussi, à le faire. Et puis, c'est un milieu humide. Puis le milieu humide, c'est la bonne air qu'on a, qui n'ont pas dans les grosses villes autant. Vous savez, M. Lavallée, c'est un passionné. M. Lavallée, quand j'ai eu mon premier mandat, on s'est rencontrés et il m'a appris les beautés, puis on recherche tout le temps les beautés qu'on a dans une municipalité, puis les trésors cachés.
il m'a dit, viens voir Réal, viens voir qu'est-ce que j'ai. On travaille sur un projet, ça fait peut-être 8 ans de ça, on a été voir, puis il a dit, waouh, il m'expliquait des étangs flottants, des tortues serpentines, de la faune, des arbres peu communs, puis le paysage. Il dit, c'est un endroit extraordinaire qu'on a à Tinwick. Faut s'en occuper, puis M. Lavallée est un passionné, et il a travaillé avec l'agence forestière, avec des gens que je travaillais dans ma jeunesse, M. Camiran. Puis ils ont réussi à faire de quoi d'exceptionnel. Assez exceptionnel que dans mon autre mandat de moto-aventure, moi je dis les gens qui viennent de Québec et Montréal, il faut qu'ils voient cet endroit-là qu'on a caché. Et il y a plus de 500 motocyclistes qui ont arrêté en abord avec des circuits GPX. Puis cette année, M. Lavallée il a reçu des personnes pour y expliquer. Ils ont toutes sorti ébahis. Donc, j'ai mis mes bottes de robeur parce qu'à l'époque, ça débordait quand on venait dans le neuf. Mais là, je pense que c'est assez fait. Il a l'air d'avoir un beau barrage. Il n'y a pas besoin de bottes, mais tantôt, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Ben, merci à tout le monde, puis merci à tous les intervenants d'avoir amené à terme ce projet-là. Tinwick en est fier. Merci. Je vais vous parler des coûts estimés parce que la comptabilisation d'initiative n'est pas complétée. Là. Les travaux ont été faits quand même assez récemment, mais c'est un projet qui était estimé à 61 000 $. Donc, avec un bon partenariat financier avec Écoaction, programme Écoaction d'Environnement Canada, la Fondation de la Faune, le ministère des Forêts, tout ça. Donc, puis ça comprend les deux volets que j'ai expliqués, le volet vraiment du seuil faunique, puis de l'initiative de revégétalisation aussi. Là. Donc, on a acheté des arbres à Un arbre, une vie, et on a demandé à des jeunes là, de venir nous aider à planter tout ça. Donc, l'initiative au complet, on parle de 61 000 $ à peu près.